Et c'est la suite du 14-17. Bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité, Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, spécialiste de la Russie. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé à Minsk cette nuit. Un cessez-le-feu en principe pour dimanche, une zone démilitarisée élargie en Ukraine. 16 heures de négociations marathon au total qui ont donc duré toute la nuit pour un accord politique et militaire, mais qui, selon Berlin, est encore loin d'apporter la paix. De gros obstacles subsistent, a prévenu notamment Angela Merkel. On va d'abord écouter les précisions de notre envoyé spécial à Minsk, Olivier Santiki, qui a suivi ces négociations. Ça s'est fait dans la douleur, avec même un scénario assez fou, des discussions très difficiles du début à la fin, 36 heures de tractation vraiment pied à pied, des mots parfois durs. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, il y a ces accords de Minsk censés permettre enfin la mise en œuvre des conclusions des tractations de paix de septembre dernier. Alors concrètement, un cessez-le-feu le 15 février à partir de minuit. Le retrait des armes lourdes avec la création de zones tampons de plus grande dimension, une décentralisation accrue pour la région du Donbass, mais c'est important, pas d'autonomie complète, il faudra une réforme constitutionnelle. Et puis il y a enfin la certitude que l'Ukraine assurera la surveillance de l'intégralité de sa frontière avec la Russie, y compris les zones actuellement détenues par les rebelles. Donc tout ça va devoir se suivre et se vérifier dans le temps. Ce ne serait pas la première fois qu'un camp ou l'autre ferait preuve de mauvaise foi et de mauvaise volonté. Pierre Laurin, vous en pensez quoi de cet accord? Est-ce qu'il a davantage de chances d'être appliqué que ce qui avait été signé à Minsk en septembre dernier et qui n'avait absolument pas été respecté? Oui, il y a plus de chances et pour deux raisons. La première, c'est que, contrairement à Minsk en septembre, là, il y avait 4 poids lourds. Il y avait les présidents français, les 4 ukrainiens, présidents. Et les 3 présidents plus la chancelière. Et ce sont des personnalités sérieuses qui n'ont pas du tout envie de voir leur image bafouée, ternie par des choses qui ne se dérouleraient pas conformément au plan. Maintenant, il faut rester prudent. Un autre avantage par rapport à Minsk de septembre, c'est qu'on ne met pas réellement la charrue avant les bœufs. À Minsk, en septembre, on avait considéré que la création de la zone démilitarisée, le retrait des troupes de part et d'autre, ça allait de soi, que ça allait se faire dans la durée. Et ça n'a pas été le cas parce que les partis restaient accrochés à leur terrain, quitte à briser le cessez-le-feu. Au début, le cessez-le-feu tenait, il y avait quelques bavures, mais ce n'était pas trop grave. Et puis progressivement, les bavures s'étaient amplifiées. Là, on décide la création de la zone démilitarisée tout de suite. Si c'est le cas, il n'y aura pas de bavure possible, tout simplement parce que la largeur de la zone sera telle que les bombardements seront impossibles. Sauf des bombardements par l'aviation, ce qui... oui, ce serait une zone de plusieurs dizaines de kilomètres. Oui, vraisemblablement de 50, peut-être de 70 kilomètres. Donc là, il y a peut-être un élément positif qui va arrêter les combats et qui va permettre des négociations, parce qu'en fait, c'est un processus sur la durée. Il s'agit maintenant de se mettre d'accord sur le statut réel du Donbass, sur le statut de la frontière entre le Donbass et la Russie. Tout ça, ça va prendre du temps. Mais s'il n'y a pas de combat, le climat entre les négociateurs du groupe de contact sera certainement beaucoup plus sain. Mais Pierre Laurin, quand on voit encore cette nuit, une cinquantaine de chars et d'équipements lourds auraient pénétré en territoire ukrainien depuis la Russie. Là, J'ai dit aurait pénétré, oui, puisque c'est ce qu'affirme un porte-parole militaire ukrainien. Je crois que c'est ça le véritable problème, c'est qu'il y a aussi bien dans le Donbass qu'à Kiev, mais je crois, à Kiev c'est un peu plus dangereux, des gens qui ne veulent pas du tout d'un accord de paix. Ils n'en veulent pas. Ils jettent de l'huile sur le feu depuis le départ. On annonce sans cesse que des blindés... Il y a des provocations côté ukrainien. Il y a des provocations côté ukrainien, côté du Donbass aussi. Mais elles sont moins importantes tout simplement parce que elles ne sont pas faites par des représentants d'un État.
Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le président Porochenko, qui est certainement plein de bonne volonté, est obligé de composer avec un parti de la guerre à Kiev, qui est vraiment très, très sérieux, qui se sent protégés par d'autres forces extérieures, par les États-Unis, par certains pays européens, qui leur promettent beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui, hélas, ne seront pas tenues. On ne peut pas promettre sans cesse à l'Ukraine de l'argent, des équipements, de l'armement, tout simplement parce que là, il y a une escalade qui sera évidemment impossible à contrôler. Pourquoi d'un côté on armerait les uns et la Russie de son côté n'armerait pas les autres? Donc là, on est dans une problématique qui est justement, je crois, que ce à quoi faisait allusion Angela Merkel et la prudence des autres négociateurs, c'est vraisemblablement le fait qu'il y a des éléments, aussi bien à Kiev que dans le Donbass, qui n'ont pas du tout intérêt à ce que ça cesse, parce qu'ils perdraient le peu de pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. On a évité aujourd'hui une escalade du conflit? Vraisemblablement, oui. Mais de toute façon, il était difficile d'aller plus loin dans le conflit en ce moment, parce que pour contenir... le 15 janvier, les Ukrainiens ont lancé une offensive qui a très mal tourné. Et cela a permis aux rebelles de prendre eux-mêmes l'offensive en riposte et de conquérir du terrain, d'encercler une partie de l'armée ukrainienne, mais ils n'ont pas des troupes extensibles. C'est-à-dire qu'une offensive sur un front aussi étendu avec 20 000 hommes, ce n'est pas possible. Mais la ligne de front par rapport à septembre dernier et les précédents accords de Minsk, elle a considérablement évolué. Oui, bien sûr. Les séparatistes ont gagné du terrain. Oui, mais justement, je crois que l'extension de la ligne de 50 à 70 km est destinée à tenir compte de cela. C'est-à-dire que si les deux parties reculent, vraisemblablement les Ukrainiens vont reculer un tout petit peu moins loin que ceux du Donbass, et donc l'équilibre sera maintenu. C'est Vladimir Poutine qui a gagné, s'il y a un gagnant et un perdant? C'est très difficile de dire qu'il y a un gagnant ou un perdant, parce que là, nous étions jusqu'à présent dans un jeu à qui perd. Il faut maintenant passer dans un jeu gagnant-gagnant. Donc, effectivement, le principal avantage pour Vladimir Poutine, c'est qu'il obtient un premier pas avec la décentralisation pour le Donbass et l'engagement de négociations à l'intérieur même de l'Ukraine. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus importante, c'est que les sanctions vont rester comme elles sont, voire elles vont diminuer, mais il n'y en aura pas de nouvelles. Oui, l'Europe, du coup, ne va pas décider de durcir les sanctions. Pour le moment, non. Et vraisemblablement, ce sera le contraire, parce que depuis quelque temps, par exemple, ce qu'on n'a pas dit, c'est que juste avant l'offensive ukrainienne de janvier, Poutine avait envoyé à Porochenko un plan pour retirer les armes lourdes de part et d'autre de la ligne de démarcation. Et les Ukrainiens n'ont pas répondu. Et ils n'ont pas répondu pour une raison toute bête, c'est qu'ils étaient en train de préparer une offensive, donc ce n'était pas le moment. Mais cela montre que la bonne volonté n'est pas forcément toujours du côté où on la voit, que les Russes aussi ont des intérêts, mais ils savent jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Alors ces négociations, elles ont donc duré toute la nuit, 16 heures de discussion. Benoît Galeret, vous êtes notre œil du web. Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux? Il y a eu aussi tous les coulisses, en quelque sorte, de ces négociations marathon. Bien sûr, on suivait ça de près. On savait que c'était l'une des dernières chances d'éviter une guerre là-bas. C'est en tout cas ce qui se disait. Les journalistes étaient nombreux sur place. Il n'y a pas que les diplomates qui ont passé une nuit blanche. Nos confrères venus de nombreux pays ont donc attendu dans cette ambiance tendue. Certains ont même, vous voyez, pris une petite pause à des moments pendant Se sont la littéralement nuit. effondrés, oui. Exactement, c'était long. Peu d'informations filtraient de la salle des négociations. Évidemment, il y avait tout de même ces images de la télé russe où l'on voyait Vladimir Poutine
casser un stylo. Alors, on se nourrit avec ce qu'on peut dans ces moments-là. On s'est dit, oh là là, ça y est, c'est tendu, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et puis, l'heure passant, on s'est dit, en effet, ils sont sortis de la salle de presse pour attendre dans les couloirs, devant les portes, voir qui allait sortir. Et puis, quand ils ont vu Vladimir Poutine sortir seul, sans faire de déclaration dans un premier temps, ils se sont dit, ça y est, ça a capoté. D'autres disaient, mais non, si les diplomates restent à l'intérieur, rien n'est joué, tout peut encore jusqu'au bout s'arracher. Et en effet, c'est quelques minutes plus tard, les sourires d'Angela Merkel et François Hollande. Elle est belle, hein, c'est une photo de Reuters, c'est la plus échangée, mais c'est un moment qui a été très pris en photo, puisqu'on trouve celle-ci, vous voyez sur le site du Nouvel Obs, et c'est a priori l'image que veut garder la diplomatie française, puisque sur le compte officiel de l'Élysée, il y a quelques minutes, on a posté, vous voyez, cette version du câlin Angela Merkel, François Hollande, qui rappelle bien sûr cette photo sur le perron de l'Élysée après les attentats et la proximité franco-allemande pendant toutes ces négociations. Que du bonheur, dit Nicolas, qui commente. Alors bien sûr, c'est un peu trop beau tout cela, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas oublier les visages tirés. Là, elle a l'air beaucoup plus fatiguée. Elle était tout de même plus fatiguée quelques minutes plus tard, et en coulisses, les diplomates français comme allemands disaient aux journalistes, rien n'est fait, ce n'est pas une solution globale ni une percée, tout peut encore basculer, d'autant, on le sait, on en parlait, même si on ne sait pas si ce sont des provocations, mais que 50 chars russes ont pénétré le territoire dans la nuit. C'est en tout cas ce que disent les militaires ukrainiens qui étaient à la frontière et ont vu entrer 40 lance-roquettes et autant de véhicules blindés avec cette cinquantaine de chars. Situation, vous le comprenez, encore très tendue et très confuse autour de l'Ukraine. Merci Benoît Galeret, l'œil du web. Pierre Laurin, ces photos de François Hollande, Angela Merkel, quelque part le couple franco-allemand ressoudé face à Vladimir Poutine. Oui, effectivement. Mais d'un autre côté, je me demande s'il n'y a pas un jeu très subtil qui est joué avec Poutine et non pas contre Poutine. Je crois que l'Europe aujourd'hui est dans une situation où l'on se pose réellement des questions. Est-ce que ces sanctions ont un sens ? Sa position est en train d'évoluer. La position de part et d'autre. La Russie est dans une situation économique très défavorable à cause d'une partie des sanctions, pas toutes, mais il y a des sanctions qui font très mal, c'est les sanctions financières. De l'autre côté, les prix du pétrole baissent, bien sûr, donc aussi. Ça entraîne la chute du rouble, la situation n'est pas très florissante. Mais nous, c'est notre principal marché. 400 milliards avant la crise avec la Russie. Oui, les sanctions se sont retournées aussi contre l'Europe. Se sont retournées contre nous. Oui. Et il y a beaucoup de milieux industriels, en Allemagne notamment, mais également en France, dans d'autres pays, qui disent, bon, il y en a marre, il faut rétablir la situation. La Russie n'est pas un ennemi, c'est un partenaire, et c'est un partenaire jusqu'à présent crédible, donc continuons. Pourquoi mélanger les genres? Et donc essayons de revenir à, quelque part, business as usual. Et là, je crois que c'est ce qui est en train de s'amorcer. On est très amis avec Poroshenko parce que c'est l'Européen convaincu, c'est notre poulain d'une certaine manière. Mais ça va être difficile maintenant pour Petro Poroshenko, en tout cas sur le plan intérieur? Ça va être relativement difficile de trouver un compromis avec son Premier ministre qui est très jusqu'au boutiste. Et l'Europe, je crois que là, elle a fait le maximum. Il est impossible que l'on continue à financer un pays qui utilise l'argent que l'on lui donne, non pas pour rembourser des prêts ou pour acheter du gaz, mais pour financer une armée qui, de toute façon, on voit qu'elle n'est pas capable d'emporter des batailles. Donc c'est un peu de l'argent gaspillé, entre 5 et 6 millions de dollars par jour, ça coûte à l'Ukraine, alors que l'Ukraine est pratiquement en cessation de paiement et que si nous arrêtions, nous Européens, les États-Unis et le Fonds monétaire international de mettre de l'argent, ça fait longtemps que le pays sera en faillite. Merci Pierre Laurin, et on va bien sûr observer attentivement le respect de ce cessez-le-feu qui est prévu donc pour entrer en vigueur dimanche. Pierre Laurin, écrivain, spécialiste de la Russie. Restez